www.agenceemploi.ci, les jeunes demandeurs d'emploi pourront désormais cliquer sur ce site de l'agence Emploi Jeunes, plateforme technologique présentée officiellement hier au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Dans ce 13h, on s'intéressera également aux cheveux. On parlera du concours Star Tresse International. L'objectif est clair, sortir le secteur de la tresse de l'informel, événement lancé à la mairie de Bingerville. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, Oscar Pistorius va bientôt sortir de prison, mais l'athlète paralympique sud-africain n'est pas encore sorti d'affaires. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 13h. Le Premier ministre sur le pont de Serebou. Dans un mois, ce pont sera opérationnel. Ce pont relie la région de Lifou à celle du Gontougo. Daniel Kablan-Duncan était sur les lieux pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. On fait le point avec Hervé Blé. Plus que quelques jours pour que le pont de Serebou soit livré à l'État de Côte d'Ivoire. Présent sur le chantier ce début de semaine, le Premier ministre a pu se rendre compte que les travaux du pont, d'un coût de 5,5 milliards de francs CFA, sont au stade de la finition. Nous sommes heureux de constater que ce sera donc prêt à la mi-septembre. Surtout que les députés nous indiquaient qu'il faut faire vite parce qu'il y a une montée donc des eaux et que si les eaux montaient trop haut, le bac risque d'avoir un problème. Nous étions passés ici pour le lancement des travaux en son temps. Et il fallait voir si, effectivement, si les échos que nous avions concernant donc l'achèvement rapide de ce pont, ces échos étaient confirmés. Le pont de Serebou sur la Komoué est long de 152 mètres et sa construction a débuté depuis un peu plus de 16 mois. Son intérêt est notable. Vous avez la région d'Ifou, du Hambol, du Gontougo et donc du Béké qui sont reliés par ce seul pont. Ce pont permet de gagner vraiment un temps précieux parce que pour aller de Boaké à Tanda, vous gagnez au minimum 200 km à travers ce pont. Et même de Dabakala pour aller donc à Abidjan, après ce pont, vous gagnez au moins 1 heure. C'est en grand nombre que les élus et cadres des régions que le pont va desservir ont accompagné le Premier ministre dans sa visite. De cette manifestation d'intérêt avant l'inauguration officielle du pont, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de se réjouir. Leur intérêt pour l'ouvrage, les élus l'expriment avec satisfaction. La commercialisation de nos produits va se faire de façon plus facile. Et vous savez que déjà, tous nos amis de Sandégué passent par ici. Ceux de Dabakala passent également par ici. Et je pense que nous allons être un véritable carrefour. Et quand on parle de carrefour, c'est un pôle de développement que nous allons créer. Ce n'est pas un pont de désenclavement, c'est un pont qui nous permet de nous réunir. La fraternité revient. La fraternité entre les régions du Gontougo, entre les régions du Hambol, les régions du Béké et les régions de Lifou. C'est un des rares ponts qui réunit 3 régions de Côte d'Ivoire. Le chantier, ouvert à l'occasion de la visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, va à nouveau fermer ses portes au public. Mais avant, la population locale s'est offert un moment de plaisir qu'elle attendait depuis bien longtemps. Elle a traversé le pont en attendant l'achèvement de ses travaux et son ouverture officielle. Le pont de Serebou sera livré dans un mois donc. En attendant, notre reporter Hervé Blé revient sur le calvaire des populations parce que dans le village de Serebou, c'est un bac qui permet aux voyageurs et aux villageois de traverser le fleuve. Une situation pas toujours facile. Regardez. Serebou, lundi 17 août. Depuis 6 h du matin, le bac a repris son balai quotidien qui va durer jusqu'à 18 h. Pour le faire passer d'une rive à l'autre, une équipe de 2 personnes a rompu à la manœuvre. On ne paye pas, ça c'est pour l'État, à route. Les passagers n'ont pas de difficultés. Quand on trouve un gars compliqué, nous on ne parle pas parce qu'on sait qu'on est là pour le travail. Depuis on a commencé, c'est seulement un véhicule qui est venu sans frein. C'est lui qui allait coincer là-bas. Bon, il n'a pas tombé dans l'eau en tout cas, sinon. Depuis on a commencé, il n'y a pas eu de véhicule qui a tombé dans l'eau. 2 véhicules, leurs passagers prennent place comme tous les autres usagers sur la plateforme pour une traversée d'environ 7 minutes. Une fois à terre, il faut aux passagers rejoindre le véhicule de transport un peu plus haut. Le rendez-vous du départ n'est pas toujours systématiquement respecté. On est arrivé, il y a les passagers qui on les cherche, on ne les trouve pas. Comme il y a du monde là, ils ne savent pas où ils sont passés. Avec le pont, avec le temps qu'on perd ici, là, on ne va pas perdre le temps. Des fois qu'on arrive ici, on peut perdre au moins 30 minutes à 1 heure du temps.
En fonction depuis une 50aine d'années, le BAC, après de loyaux services, va bientôt cesser toute activité sur le fleuve Comoé à Sérebou, une perspective heureuse pour les passagers de l'axe Sérebou-Bassawa qui auront à emprunter le nouveau pont sorti d'eau juste à côté. Quand tu vois l'eau là même, tu as peur déjà. Quand on arrive sur le bac, on a peur d'eau, on n'a pas envie de traverser, mais on est obligé de traverser. On est content pour que maintenant, si on arrive ici, on va passer légèrement, on n'a plus à avoir peur. Nous les chauffeurs, sincèrement dit, ça va nous arranger beaucoup. Et du coup, tu peux arriver tardivement. Bon, le fait pour te faire traverser dans la nuit est très difficile. Souvent, tu veux au moins perdre le temps ici avec eux, négocier jusqu'à... Vraiment, nous avons eu le pont aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes très contents du président. Pendant encore un mois, les populations des régions de l'Ifou et du Gantougo, usagers du BAC, n'auront d'autre choix que de l'emprunter. L'inauguration d'un pont est prévue dans les toutes prochaines semaines. Elle marquera la cessation des activités du BAC. Et ici à Abidjan, le Premier ministre a visité hier l'agence Emploi Jeunes. Daniel Kablan-Duncan a inauguré le site internet couplé d'une application web de cette agence. Message essentiel, les jeunes en quête d'emploi sont invités à visiter cette plateforme technologique. C'est une opportunité d'insertion professionnelle. Sidonie Davila pour plus de détails. Créée le 8 avril 2015 et mise en fonction depuis le 24 juin 2015, l'agence Emploi Jeunes est issue de la fusion de 3 agences, dont l'AGEP, le FNJ et le FIDEN. Fonctionnelle 2 mois à peine, l'agence entre dans sa phase de développement avec la mise sur pied d'une plateforme en ligne. L'adresse de la plateforme à visiter est www.agenceemploijeunes en un seul mot.ci ou www.emploijeunes.ci. Nous mettons un point d'honneur à l'accompagnement effectif des jeunes et tenons qu'ils soient pris en charge et insérés. C'est pour cela que notre plateforme intègre le suivi des performances de nos antennes et les performances de nos conseillers en emploi. Afin de s'assurer de la pertinence de cet outil désormais à la disposition des jeunes, le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, présidant la cérémonie de lancement, s'est prêté à un essai. Test réussi pour le Premier ministre. Il a désormais un compte qui le connecte à l'agence. S'il avait été un jeune en quête d'emploi, il aurait pu bénéficier des offres de services de l'agence Emploi Jeunes, entre autres les mises en stage pré-emploi, les formations de requalification et les accompagnements à l'entrepreneuriat. C'est essentiel que les jeunes aient des initiatives, que les jeunes en veuillent et que les jeunes veulent compétir au niveau mondial. Moi, je suis certain que vous allez le faire. Le gouvernement compte sur vous pour démultiplier les actions. 7 000, 11 000, c'est bien. On peut multiplier par 5, on peut multiplier par 10. Et je sais ce que vous allez faire, puisque vous avez déjà commencé il n'y a pas longtemps. Et sur le terrain, on voit que les choses bougent. Et les jeunes, surtout, ne vous découragez pas, quelles que soient les circonstances. Avec cet outil de mise en relation entre demandeurs d'emploi et recruteurs, la nouvelle structure se trouve être plus proche des usagers. Oui, je suis étudiante en quête d'emploi. Bon, j'espère passer le test avec brio et être retenue pour la formation. Je suis allé sur le site pour pouvoir m'inscrire. Là-bas, j'ai téléchargé mon curriculum vitae et c'est depuis lors, à chaque fois qu'il y a des opportunités, on m'appelle pour les entretiens. Avec cette agence Emploi Jeunes, vraiment, cela nous facilite la tâche. Tous les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 40 ans en quête d'un emploi ou qui sont porteurs d'un projet, mieux, ceux qui souhaitent bénéficier d'une formation peuvent déjà s'inscrire sur cette plateforme www.agenceemploijeunes.ci ou www.emploijeunes.ci. En images, plus de 100 ordinateurs et des imprimantes pour des ministères techniques. Un geste du comité d'organisation de l'Assemblée annuelle de la BAD. Le matériel revient aux directions décentralisées de 4 ministères. Le ministère d'État, le ministère du Plan et du Développement, celui de la Poste et des TIC, le ministère du Budget et celui de l'Économie et des Finances. En fait, ce sont là les retombées de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement tenue à Abidjan en mai dernier. Événement qui a été une réussite totale.
Autre soutien de la Banque africaine de développement, cette fois dans le cadre du renforcement des capacités des établissements sanitaires. La BAD a remis des kits d'hygiène à une série d'hôpitaux publics. C'est un vaste projet d'une valeur de plus de 126 millions de francs CFA. Ami Sissoko. La prévalence des infections nosocomiales en Côte d'Ivoire est estimée entre 9 et 12% selon le ministère de la Santé. Les infections nosocomiales, ce sont toutes les maladies infectieuses contractées dans un établissement sanitaire. Face à cette situation, le ministère de la Santé a décidé de former le personnel de santé en hygiène hospitalière, d'où l'institution des Journées nationales d'hygiène hospitalière. C'est l'hôpital général de Makori qui a été choisi pour abriter la cérémonie officielle. Les infections nosocomiales sont des maladies évitables que l'on contracte à l'hôpital, dont 80% des causes sont manuportées. Elles constituent aujourd'hui un réel problème de santé publique partout dans le monde. Une occasion pour la Banque africaine de développement d'offrir des kits d'hygiène à des établissements sanitaires. Cet appui est le couronnement du projet de renforcement des capacités de l'administration publique mis en œuvre de janvier à mars dernier à hauteur de 126 millions de francs CFA. C'est le second volet du programme d'urgence de restauration des services sociaux et administratifs de base, PUSAB. Je voudrais exhorter les heureux bénéficiaires, en tout cas ceux qui vont recevoir le matériel, à en faire un usage conséquent pour le bien-être des différents usagers des hôpitaux publics. Nous allons toujours multiplier ces efforts afin que les salles soient toujours propres, afin que les toilettes soient propres et que les salles de consultation, les salles d'hospitalisation soient vraiment agréables pour nos malades qui viennent. Ce projet concerne également 6 régions sanitaires, notamment Gbeke, Bilié, Indéni et Djouablé. Elles recevront bientôt leur kit d'hygiène de lutte contre les infections nosocomiales. Toujours en santé, l'hypertension artérielle et le diabète continuent de faire des victimes. Pour une bonne prise en charge, plus de 2000 femmes de la ville de Korogo ont été dépistées gratuitement. Reportage Soro Corona, commentaire Léon Bro. En 2012, 36% d'Ivoiriens souffraient d'hypertension artérielle quand plus d'1 million étaient atteints de diabète. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, ces deux maladies atteignent généralement les personnes âgées de plus de 40 ans et majoritairement les femmes. Et pourtant, la place de la femme dans le développement d'une nation est indiscutable. C'est pourquoi l'épouse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et celle du général Abdoulaye Coulibaly mènent des actions en faveur de la santé des femmes de Korogo. À l'affiche, des séances de sensibilisation et de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et le diabète. Se sont prêtés à cet exercice Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, et Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, aux côtés des initiateurs de Fundara 2015 et 2000 femmes de Korogo. À tous, le corps médical a expliqué les causes de l'hypertension artérielle et du diabète, devenus en Côte d'Ivoire des problèmes de santé publique, le fort taux de sucre et l'inactivité sportive. Une raison pour les spécialistes d'inviter les populations à la pratique du sport et à une alimentation saine. Dans 2 mois, les élections en Côte d'Ivoire. La CEI continue de recevoir les dossiers de candidature. Le président du mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espoir est désormais candidat déclaré à la présidentielle. Donc, Adama Ouattara a déposé hier son dossier de candidature au siège de la commission électorale indépendante. Ngoran Kofi Norbert également. La Côte d'Ivoire enregistre pour le moment 8 candidats à la prochaine présidentielle. Michel Digré. Gendarme à la retraite, Adama Ouattara est candidat à la présidentielle de 2015 pour le compte du mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espoir, MIRE. Ngoran Kofi Norbert, lui, a choisi d'être candidat indépendant. Il se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Ce sont les 7e et 8e candidatures enregistrées par la commission électorale indépendante depuis le 3 août dernier. Nous avons connu la Côte d'Ivoire du président Félix Houphouët-Boigny, dans laquelle nous avons été écoliers, élèves, universitaires. Notre pays nous a donné dans la paix.
Notre génération doit relever le défi de la paix et de la réconciliation. Nous avons ce message-là pour apporter cette concorde. C'est pourquoi nous briguons la magistrature suprême. Il faut un bon chef à la tête de l'État de Côte d'Ivoire les 5 prochaines années à venir pour que les Ivoiriens puissent souffler un tout petit peu. C'est pour ça que je suis candidat à cette élection, parce que j'ai la carrure, j'ai vécu un peu plus bas pour remonter. Donc je sais ce qui se passe en bas, je sais ce qui se passe en haut et je sais ce qui se passe dans la société ivoirienne. Ces deux nouveaux prétendants au fauteuil présidentiel ont un délai de 72 heures pour s'acquitter de la caution de candidature qui s'élève à 20 millions de francs CFA. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 août prochain. Toujours dans le cadre des élections, et vous allez le voir en image, au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel reçoit aussi les premières candidatures à la présidentielle qui aura lieu le 11 octobre prochain. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et d'information, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a rencontré les habitants de Mans au menu des échanges, les questions de sécurité et les questions spécifiques à la région de Mans. Compte rendu, F. Boué. Les habitants de la cité des 18 montagnes ont le sommeil troublé. En l'espace de quelques mois, l'on a assisté à une montée de la violence. Le premier magistrat de la ville dénonce et interpelle. Depuis un certain temps, il y a un malaise à Mans. Et point oui ou point non, nous avons les jeunes excités sur les voies. C'est l'occasion pour nous de le dire haut et fort devant l'État de Côte d'Ivoire que nous sommes en insécurité à Mans. À cela s'ajoute le phénomène des microbes bien réel à Mans. Il y a des microbes à Mans. Il y a des gens qui quittent de l'autre quartier pour aller massacrer les gens de l'autre quartier. C'est de Coco aussi quittent pour aller à Libreville, pour aller percer leurs amis des couteaux. On a vu ça. Mais généralement, c'est les enfants qui sont dans le quartier, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui s'organisent souvent pour attaquer les autres. De telles préoccupations sécuritaires au menu de la séance d'information et de sensibilisation du ministre chargé de la Défense avec les forces de sécurité et les différentes couches de la population. Paul Kofi Kofi a passé en revue les questions sécuritaires nationales et celles spécifiques à la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Processus électoral, raquettes, orpaillage clandestin, maladie à virus Ebola, fermeture des frontières, conflits fonciers, menaces terroristes. Il a rassuré les uns et les autres que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Concernant le phénomène des microbes, un ultimatum est donné. Messieurs les chefs de force, je vous donne 1 mois pour éradiquer le phénomène des microbes à Mans. Dans 1 mois, je vais envoyer une mission d'évaluation. Si ce n'est pas éradiqué, moi je prends les mesures contre les chefs qui sont ici. À la fin de cette séance, le ministre Paul Kofi Kofi s'est réuni en conclave avec les responsables des forces de sécurité de Mans. Dans le domaine de l'agriculture, 44 délégués de la Fédération des unions de sociétés coopératives de la filière coton de Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Korogo. Il s'agissait pour ces délégués d'échanger sur les nouvelles dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives et de la bonne gouvernance. Mamadou Kwasi. Une rencontre d'échange et d'information réunit 44 délégués de la Fédération de l'Union des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire pour plancher sur les nouvelles dispositions de l'acte uniforme OHADA, Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires. L'idée, c'est de s'approprier cet outil à l'effet de maîtriser les outils de gestion et de garantir la viabilité de l'organisation de leur production. La rencontre a également servi de cadre pour passer au peigne fin les actions de l'année antérieure afin de rectifier le tir, si besoin l'exige. La Fédération des unions des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire indique un excédent de 19 millions de francs CFA réalisé au cours de l'année 2014. La Fédération soutient que le rendement sera encore meilleur si les difficultés liées à la dégradation des pistes de collecte et l'insécurité routière étaient levées. Yeo Lagaton, élu président du conseil d'administration de la Fédération, promet apporter du neuf dans la filière coton afin de professionnaliser davantage ce secteur. Parlons maintenant de la méthode israélienne pour une production agricole féconde et prospère. Franck Wadio, notre envoyé spécial à la première conférence mondiale sur la science à Jérusalem, s'est intéressé au sujet. Des images pour en témoigner. Le désert du Negev, au sud de Jérusalem, capitale de l'État d'Israël.
13 000 km² d'étendue rocheuse, mais au milieu de la zone aride, une ferme. Ici, on produit de la fève d'argan pour en faire des produits dérivés. Et plus loin, de l'huile de jojoba, utilisée dans le cosmétique. Des micro-industries qui jalonnent ainsi le territoire israélien. À Be'er Sheva, capitale de la région du Negev, plusieurs kibbutz. Ce sont des communautés qui fonctionnent comme des entreprises. Nati Barak dirige l'une d'entre elles. Selon lui, la force de la production israélienne repose sur la bonne utilisation des faibles ressources en eau. En Israël, le pays est aride. Plusieurs fermes et même des ménages utilisent l'eau recyclée. Plus de 90% d'Israéliens adoptent cette technique. Il ne faut pas aussi oublier que plus de 60% de l'eau utilisée est destinée à l'agriculture. Une des techniques usuelles consiste à enlever le sel de l'eau pour en faire de l'eau potable. Entouré de mer, le pays a opté pour le dessalement et la réutilisation des eaux usées. Une rationalisation perceptible à travers la technique du goutte à goutte, une technique pour apporter à chaque plan une ration précise. Israël exporte même son savoir-faire. La Côte d'Ivoire en bénéficie actuellement, selon cet ingénieur agronome. Côte d'Ivoire. Notre technique a produit plus de tonnes de cacao à l'hectare qu'on ne l'aurait fait en utilisant d'autres techniques. Nous avons même produit entre 400 et 500 cacao à l'hectare. Et nous sommes encore en train de voir, car il y a la possibilité d'en faire plus. Israël aura capitalisé les insuffisances de son sol pour en faire un pôle technologique, l'un des plus influents au monde pour la gestion de l'eau. Un exemple présenté à profusion lors de la première édition de la conférence mondiale sur la science qui se tient à Jérusalem jusqu'au 21 août. Dans à peine 100 jours, s'ouvrira à Paris la COP 21. C'est une importante conférence sur le changement climatique. La conférence qui réunira pendant près de 2 semaines les représentants de 195 pays et de l'Union européenne vise à trouver un accord international sur le climat en vue de limiter ses effets catastrophiques sur la planète. Reportage. Symboliquement, c'est à Paris que le Premier ministre chinois a annoncé officiellement la contribution de son pays à la lutte contre le changement climatique. Premier émetteur mondial de gaz à effet de serre avec 1/4 des rejets de CO2, la Chine promet un pic autour de 2030. Un objectif prudent, mais qui contraste avec le discours de la décennie précédente où Pékin défendait son droit à polluer pour se développer. Avec une croissance qui ralentit, la Chine pourrait même atteindre son objectif dès 2025. Mais d'ici là, la deuxième économie mondiale aura quand même presque doublé ses émissions par rapport à aujourd'hui. Deuxième plus gros émetteur de la planète, les États-Unis, responsables de 13% des rejets de gaz. Leur engagement était donc lui aussi très attendu et Barack Obama n'a pas déçu. Il a annoncé un plan qui imposera pour la première fois aux centrales électriques américaines de réduire de 32% d'ici 2030 leurs émissions de CO2 par rapport au niveau de 2005. Mais il devra affronter l'opposition des républicains qui contrôlent le Congrès, sans oublier le puissant lobby pro-charbon. Troisième émetteur mondial, l'Union européenne, avec 10% des émissions de gaz à effet de serre. Traditionnellement considérée comme le bon élève de la classe, elle a été la première à transmettre son plan pour le sommet de Paris. L'UE s'engage à faire baisser ses émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990. À la mi-août, l'Australie a été le dernier des pays développés à communiquer sa contribution. Gros consommateur de charbon, elle est un des plus gros émetteurs de la planète par habitant. Mais son engagement de réduire ses émissions de carbone de 26% d'ici 2030 a été jugé nettement insuffisant par les écologistes. À 100 jours de l'ouverture de la COP 21 à Paris, une cinquantaine de pays sur les 195 représentés ont annoncé leur contribution climatique. L'objectif reste de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour le moment, le compte n'y est toujours pas.
En Côte d'Ivoire, le métier de la tresse est encore dans l'informel et pourtant aux États-Unis, en Angleterre et en France, c'est un métier professionnel. Pour mettre de l'ordre dans le secteur, le concours Star Tresse International est lancé, nous dit Ami Sissoko. Un autre concours pour aider les tresseurs et tresseuses à sortir de l'informel. Le concours Star Tresse International. Un canal pour les tresseurs, tresseuses, apprentis tresseuses et déscolarisés de prouver leur savoir-faire et recevoir une formation professionnelle. Cette compétition de tresse et de coiffure de cheveux crépus est l'initiative de l'ONG African Children's Dream. C'est la mairie de Bégeville qui a prêté la cérémonie de lancement. Ce concours, c'est tout juste faire connaître de nouvelles techniques de tresse qui existent, mais qui ne sont pas pratiquées ici en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, les techniques que nous avons sont en train d'abîmer les cheveux des dames. Et nous avons compris qu'en utilisant les techniques qu'il faut, nous allons sauver beaucoup les cheveux des femmes africaines. Voilà pourquoi on a initié Star Tresse pour promouvoir aussi les cheveux naturels. Pour sa première édition, la caravane de Star Tresse International sillonnera les 13 communes du district d'Abidjan. La première manche aura lieu à Bégeville le 24 août prochain. Une initiative saluée par les coiffeuses et la Chambre nationale des métiers. Je suis venue pour découvrir d'autres coiffures et puis de m'inspirer aussi d'autres et puis connaître d'autres coiffeuses aussi, pas d'ici et aussi d'ailleurs, quoi. Une telle manifestation qui fait la promotion des tresseuses au plan national, il faut encourager ces initiatives-là. Il faut encourager ces artisans parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'artisanat est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Les 5 meilleurs de chaque commune s'affronteront en décembre prochain à la grande finale dans la commune de Cocody. Et les vainqueurs bénéficieront de salons de coiffure équipés. On part maintenant à Niatroa, un village situé dans le département de Gagnoua, pour voir la première édition du Gogoli Festival. Occasion pour les initiateurs de ce festival de faire la promotion des valeurs culturelles de la région. Thérèse Tapeyobo. Niatroa est un village de la sous-préfecture de Sério, dans la région de Gagnoua, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une localité à forte potentialité culturelle, mais qui peine à amorcer son développement. Pour faire la promotion de son riche patrimoine culturel, un festival dénommé Gogoli, en langue bété, les choses ancestrales, vient de voir le jour. Selon le promoteur, ce festival devra servir de boussole à la nouvelle génération afin d'affronter les grands défis de développement dans la localité. À travers cet événement culturel, nous voulons tout simplement que les générations actuelles et à venir s'approprient notre culture, la pérennisent et qu'elle leur serve de boussole et de socle pour affronter les grands défis de développement du village. Les hommes que nous sommes passeront, mais il faut que l'héritage culturel demeure. Rythmé de prestations de musique traditionnelle et d'un concours culinaire, le Gogoli Festival de Niatroa, qui est à sa première édition, a bénéficié du soutien du Popo Carnaval de Bonois. Plusieurs festivaliers venus d'Abidjan et d'autres départements du pays ont fait des parades en costume traditionnel dans le village. Dans l'actualité, aujourd'hui, journée mondiale de la photographie, journée créée par les photographes du monde entier dans le but de promouvoir et célébrer l'art de la photographie. Rendez-vous ce soir pour un élément sur le sujet. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius, condamné à 5 ans de prison pour avoir tué sa petite amie en 2013, sortira le 21 août, mais sans certitude pour l'avenir, le procès devant être examiné en appel en novembre avec le risque d'un verdict plus lourd. Regardez. Vendredi, Oscar Pistorius doit sortir de cette prison, après 10 mois derrière les barreaux. L'athlète paralympique sud-africain a été condamné en octobre dernier à 5 ans de détention pour avoir tué sa petite amie, la mannequin Riva Steenkamp. Une peine de prison mixte avec une période minimum en cellule et le reste en liberté surveillée. Mais le procès de l'ancien héros a été suivi de près par tout le pays. Et pour beaucoup, justice n'a pas été rendue. Cet homme a gagné tellement de médailles pour nous et il a si bien représenté l'Afrique du Sud. Mais le problème, c'est qu'il s'agit d'un meurtre. Ils vont libérer Pistorius et demain, un autre riche va tuer quelqu'un et il sera libéré aussi.
Ça donne l'impression que la justice n'a pas été rendue ou que c'est la justice pour les riches. Une personne qui a les moyens peut sortir plus facilement, plus rapidement. Déjà, il avait le meilleur avocat que l'on puisse se payer. Et maintenant, il sort trop rapidement après son incarcération. Je suis sûr que la vie en prison n'était pas trop difficile pour lui. Cette libération est particulièrement difficile à accepter pour la famille de Riva. Sa mère, Jean Steenkamp, a écouté Pistorius décrire comment il a tiré 4 balles à travers la porte des toilettes, affirmant qu'il avait peur qu'un cambrioleur y soit caché. Des explications qui ne la touchent pas. Il l'a tuée, il a pris sa vie et sa carrière. Elle avait travaillé très dur. Elle avait un diplôme de droit, elle avait été dans l'émission Tropica. Elle traçait son chemin, il a pris tout ça. La juge Thokozile Masipa a estimé ne pas avoir assez d'éléments pour rejeter la version de l'accusé et l'a condamné pour homicide involontaire. Mais le parquet a fait appel de cette décision. L'appel aura lieu devant 5 juges à la Cour suprême d'appel. S'il décide que la juge Masipa s'est trompée et que ça aurait dû être meurtre et pas homicide involontaire, il retournera directement en prison. Parce que la peine pour un meurtre est généralement de 10-15 ans. Donc peut-être qu'il va profiter de ces 3 mois de liberté surveillée seulement pour retourner en prison de nouveau en novembre. La cour d'appel doit décider si Pistorius a seulement fait preuve de négligence ou s'il avait conscience qu'il pouvait tuer quelqu'un. En attendant, l'ex-icône du sport mondial sera confiné à domicile avec contrôle de police régulier. Voilà, ainsi s'achève ce 13h supervisé par Adama Koné. Merci de votre fidélité.